Bonsoir à tous, bonsoir, merci à CryptoXR de permettre cette table ronde. Aujourd'hui, on va parler de paiement, et notamment de paiement crypto en France, mais peut-être aussi ailleurs. Kadlita Kalbataï, je suis dans les cryptos depuis maintenant 12 ans. Je suis notamment sur le projet Usual et j'ai aussi un fonds d'investissement au Luxembourg. Et aujourd'hui, je suis juste modérateur. Donc mon but, ça va être surtout que les intervenants puissent s'exprimer sur ce sujet. Et donc, en introduction très rapide, j'aimerais juste faire un tout petit contexte historique sur le paiement et les cryptos. Donc Bitcoin, comme j'espère beaucoup le savent, a été créé notamment dans une optique d'être un cash numérique, Bitcoin Peer-to-Peer Electronic Cash System, donc a priori pour payer. Aujourd'hui, c'est plus sous l'angle de la réserve de valeur, peut-être qu'on le voit en tout cas dans les médias ou autres, mais à l'origine, il y a une logique de paiement. Très rapidement, il y a eu beaucoup d'essais de crypto qui vont être plus orientés paiement, même dans les années 2012, 2013, 2014, avec des altcoins dédiés à ça. On commence à voir des espèces de proto-stablecoins. Les stablecoins, c'est des jetons crypto qui vont essayer d'avoir la parité avec une monnaie traditionnelle, fiduciaire, fiat, comme on connaît aujourd'hui par exemple l'acteur Tether ou Circle, qui, avec USDC et USDT, sont utilisés pour ce genre de paiement. Et donc, on voit très bien que, depuis le début, la crypto et le paiement sont très liés, de facto. Et donc, aujourd'hui, on va essayer d'explorer un peu cette question. Et donc, tout d'abord, j'aimerais laisser, en fait, aux invités... Alors, dites-moi qui souhaite, entre guillemets, parler sur ce sujet, mais je pense que c'est tout d'abord très important de faire une distinction sur les différents... comment dire, les différents moyens de payer en crypto. Moi, personnellement, j'en vois 3, mais je vais peut-être laisser les intervenants en parler. Et donc, qui souhaite s'exprimer sur ce sujet Ah oui, pardon, excusez-moi, je suis complètement à l'ouest. Je vais même faire mieux, je vais vous laisser vous présenter. S'il vous plaît, faites court, vous connaissez le jeu des présentations, pardon, j'étais déjà dans le sujet. Bonsoir à tous, je m'appelle Olivier et je m'occupe de la plateforme d'un point de vue produit et marketing de CoinHouse. Bonsoir à tous, je m'appelle Axel Saban, je suis avocat fiscaliste et je suis le fondateur du cabinet Revo Avocat, qui est un cabinet qui est spécialisé sur les enjeux fiscaux liés aux crypto-monnaies. Bonjour à tous, donc je suis Valentin, directeur commercial chez Fipto, qui est un spécialiste du paiement B2B stablecoin. Bonjour, je m'appelle Arnaud Salomon. Je suis le CEO d'une entreprise qui s'appelle Mon Pèlerin, qui est basée en Suisse. Qui veut décrire un peu les différentes manières de payer en crypto? Peut-être Arnaud, qui est assez proche de la question, du coup, par définition. Oui, c'est évident. Donc, tu as mentionné Bitcoin, et puis voilà, c'est vrai que Bitcoin est né pour ça, hein, donc, dans l'idée de remplacer une devise ou de créer une devise native d'Internet. Et le cas d'usage initial, c'est effectivement peer-to-peer cash system, donc faire du paiement. Maintenant, c'est vrai que malheureusement, on constate que ce n'est pas forcément Bitcoin qui est adopté pour le paiement, notamment dans des pays qui en auraient besoin, hein, Turquie, Argentine, etc. Et on voit effectivement donc, les stables, notamment les stables centralisés, qui prennent un peu ce marché aujourd'hui, notamment dans ces pays-là, qui vivent à des fortes inflations. Et malheureusement, on voit assez peu d'adoption de Bitcoin pour le paiement, alors, sauf à Auxerre. Ouais. D'ailleurs, qui a déjà fait un paiement en Bitcoin ici? Alors, comme une... je ne sais pas s'il y a une majorité, je m'emballe peut-être un peu sur la majorité. Qui a fait un paiement en stablecoin, quelque part? Hein, quasiment le même, peut-être un peu moins. C'est assez dur à voir avec les projecteurs, navré. Et j'ai envie de dire, qui a fait un paiement en carte bleue avec un émetteur qui accepterait des cryptos, entre guillemets? Ouais, donc c'est marrant, on a une proportion, j'ai l'impression, assez similaire, voire moins de gens en carte bleue, donc ça peut être un peu contre-intuitif. Je pense que tu aimerais peut-être parler d'un autre moyen aussi de paiement crypto qui tend à se démocratiser ces derniers temps. Effectivement, donc la carte, en général, ça vient aussi accompagné d'un IBAN, et puis finalement, tout ça, c'est un peu le nouveau moyen de lier les deux mondes. C'est vraiment d'arriver, de dire, voilà, tu as un IBAN qui peut être attaché à un wallet,
et qui permet aux gens de payer sur les routes traditionnelles de paiement, payer son loyer, payer son machin en crypto. Et ça, on voit que c'est un cas d'usage qui se développe beaucoup. On voit beaucoup de gens maintenant qui essayent, entre guillemets, de vivre des banquiers et qui essaient de trouver des solutions, des services pour payer leurs factures fiat qui n'acceptent pas le Bitcoin, qui n'acceptent pas les cryptos. Et donc ça, c'est en train de beaucoup se développer. Donc, alors, on peut se poser la question, du coup, pourquoi on ne paie pas déjà tous en crypto, entre guillemets On a un nouvel outil qui semble utile. Bien sûr, il y a le temps que ça se diffuse, mais bon, c'est maintenant là depuis une quinzaine d'années. Donc, j'ai envie de poser la question, pourquoi est-ce qu'on ne paie pas encore tous en crypto? Est-ce que quelqu'un veut intervenir là-dessus? Il y a déjà plusieurs éléments. C'est quand on dit tous, si on parle de cette salle, oui, il y en a peut-être 90% qui vont payer en crypto, mais après, c'est aussi lié au taux d'adoption qu'on va trouver en France. On a vu plein de chiffres. La DAN sort un chiffre d'à peu près 12-13% de détenteurs de crypto en France. Mécaniquement, il faut en avoir pour payer avec. Donc, la première limite, c'est l'adoption. La deuxième limite, c'est... Alors, je vais puiser dans l'histoire, mais j'ai entendu parler, moi, de la loi de Grisham, que certains d'entre vous connaissent, qui dit que, globalement, c'est la plus mauvaise monnaie qui efface la bonne monnaie. Et en l'occurrence, c'est probablement ce qu'on pourrait se dire, c'est-à-dire que la plus mauvaise monnaie, c'est l'euro ou le fiat, en général, qui est adopté, de préférence pour payer, plutôt que le Bitcoin. Ce qu'on voit, c'est que ceux qui possèdent du Bitcoin, ceux qui possèdent de la crypto, les gardent très souvent et ne veulent pas payer avec. Donc on a vu des systèmes émerger qui permettent de collatéraliser pour payer en fiat sans sortir sans crypto. Mais il y a un autre problème, c'est que quand j'ai ma crypto, je ne veux pas m'en servir. Donc il y a 13% des gens qui en ont, et là je parle du grand public, et il y en a très peu qui veulent les utiliser pour payer. Donc quand tu cumules les deux, c'est un vrai frein globalement au développement aujourd'hui. Alors après, il y a les stablecoins qui sont faits pour ça, on va pouvoir en parler, quoi. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis, mais en fait ce qu'on constate aussi, c'est que peut-être l'adoption, elle va commencer par les entreprises. Et on voit beaucoup maintenant d'entreprises qui utilisent la crypto parce que, comme tu l'as nommé, réserve de valeur, et puis quand ils ont de la trésorerie, ils veulent l'utiliser, mais ils veulent aussi parfois l'utiliser pour faire du paiement. On constate qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises dans l'univers crypto qui n'ont pas de compte en banque, et donc qui, du coup, utilisent la crypto pour le paiement, en intradi, etc. Donc ils ont besoin de ces systèmes d'IBAN, de cartes aussi, parce que forcément, payer le loyer de l'entreprise, ils n'acceptent pas toutes les cryptos, mais... Globalement, nous, c'est sous cet angle-là qu'on voit que l'adoption est en train de prendre vraiment du côté entreprise. Oui. Ouais, si je peux me permettre, moi, ce que je vois aussi dans ma pratique, et puis même quand j'en parle autour de moi, pour moi, il y a aujourd'hui en fait un espèce de triple frein qui, j'espère, va être résolu dans les prochaines années, mais un triple frein au fait de payer en crypto. C'est à la fois un frein au niveau de la vision, un frein au niveau du moyen et un frein au niveau de l'usage. À savoir que la vision... Effectivement, c'est ce que tu disais. Est-ce qu'on utilise aujourd'hui de la crypto en tant que réserve de valeur ou en tant que moyen de paiement? Il y a une table ronde qui était très intéressante tout à l'heure où justement on a beaucoup axé la discussion autour de la thèse d'investissement du Bitcoin. Je parle du Bitcoin, alors c'est moins valable pour les stablecoins, étant donné qu'ils sont adossés à une monnaie traditionnelle, donc c'est pas forcément très pertinent. Mais en tout cas, sur le Bitcoin, à partir du moment où la vision du détenteur va plutôt être axée sur la réserve de valeur plutôt que le moyen de paiement, évidemment, c'est un frein. Le deuxième frein qui va se poser, c'est le moyen, à savoir que les détenteurs de Bitcoin, enfin, j'utilise beaucoup Bitcoin comme référence parce que c'est vraiment la première crypto qui a existé et c'est vraiment l'usage premier qui en était, ce qui était destiné pour le Bitcoin. Et en fait, il va y avoir un frein technologique, à savoir que quand on détient en propre ces bitcoins, faut évidemment être un peu familier de la technologie pour pouvoir faire un paiement, que ce soit on-chain, sur la chaîne principale ou sur une surcouche Lightning Network. Donc, c'est pas accessible à tout le monde. Et évidemment, ces personnes-là vont pas forcément vouloir passer par des intermédiaires centralisés. Voilà, c'est pas les mêmes usages, donc on va pas l'utiliser de la même manière. Et le dernier frein, c'est pour quel usage on va le faire. Aujourd'hui, en France, on a des systèmes de paiement qui fonctionnent bien, que ce soit sur du cash, sur du transfert numérique via les banques, donc il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, il y a un bel usage qui peut être réservé sur les transferts internationaux parce qu'on sait qu'il y a des frais en fait qui sont assez un peu différent du paiement, soit dit en passant. D'ailleurs, exactement. Alors c'est pas du paiement à l'international. Okay. Je sais qu'à titre personnel, quand j'ai des fournisseurs à l'international, je les fais systématiquement en crypto. Alors aussi par conviction, mais voilà en fait, si c'est pour un usage domestique, c'est pas forcément
aujourd'hui le plus pertinent de payer en Bitcoin. En revanche, pour des usages plus étendus, plus internationaux, oui, ça peut être pertinent, mais c'est pas encore la majorité des utilisateurs. Alors, je vais peut-être renverser, entre guillemets, le côté en termes domestiques, c'est pas forcément intéressant, du point de vue de l'utilisateur. En tant que commerçant, les frais bancaires qui me sont afférés sont immenses, finalement, si j'accepte la carte bleue. Donc on peut aussi se poser la question par rapport, d'ailleurs, à l'expérience utilisateur, ce que tu mentionnais tout à l'heure sur le fait que ça peut être parfois compliqué de payer. Je pense que ça peut aussi être compliqué de recevoir, en quelque sorte, pour un commerçant. Et donc là, on a un nouveau problème, et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont présentes ici, qui essaient de simplifier finalement ces paiements. Mais la question des commerçants est immense finalement, de notre côté, parce que nous, en tant qu'utilisateurs, on ne voit jamais ce qu'on paye. On paye juste notre carte bleue, et encore, ça va dépendre des banques. Mais le commerçant, par contre, lui, a des frais bancaires immenses. Exactement. Alors, ça a un avantage sur les frais bancaires. Après, vu que c'est pas encore des solutions qui sont très démocratisées, mises en place. Alors, j'ai fait l'expérience, par exemple, ce midi au restaurant, j'ai payé en Bitcoin. Et en fait, on a terminé le repas un peu tard. Et quand j'ai voulu payer, on dit le responsable, c'est lui qui gère le wallet, donc il faut que je l'appelle. Je sais pas comment prendre. Parce qu'en fait, c'est des solutions qui sont pas encore intégrées dans la norme de paiement. Et donc, c'est toujours, on passe toujours par des voies un peu exotiques, un peu détournées. Et c'est vrai que j'ai mis 10 minutes à payer l'addition, donc c'est vrai que c'est un peu plus long que par carte bancaire. Mais ça, à terme, on va intégrer, je l'espère en tout cas, ces types de wallets, ces types de paiements dans les infrastructures de caisse classiques. Et normalement, ça devrait évidemment largement faciliter l'usage pour le commerçant. Je n'ai pas encore évoqué, je le ferai peut-être après, je laisse la parole aux autres, mais évidemment, il y a aussi d'énormes contraintes au niveau comptable, fiscal, d'avoir des paiements en crypto, à la fois pour celui qui paye et pour celui qui reçoit. Et ça, c'est aujourd'hui un gros frein aussi en France. Mais je vais d'abord laisser la parole aux deux personnes. Je vais rebondir sur ce point-là, oui, effectivement. Aujourd'hui, il n'y a aucun intérêt à payer en crypto en France, si ce n'est que par conviction. Puisqu'il y a des contraintes qui sont très importantes, en premier lieu fiscales. Donc bon, et puis ça marche bien. Moi je vais payer en euros ma baguette de pain, ça marche bien. Je vois pas pourquoi je changerais, je paierais en Bitcoin. Et aussi la microtransaction, c'est un vrai sujet pour le retail. Donc payer. Alors, il y a des blockchains moins coûteuses, il y a d'autres solutions, des layers 2, etc. Mais aujourd'hui, ça coûte quand même relativement cher de faire de la microtransaction en crypto. Donc, c'est en général plutôt conseillé pour des transactions un petit peu plus importantes. Et tu mentionnais tout à l'heure, notamment pour les paiements cross-border. Pour ma part, je vois vraiment cette adoption plutôt de ce côté-là, là où en fait, on essaie de répondre à un besoin. Et c'est le besoin souvent des entreprises qui se voient payer des frais exorbitants sur des transferts internationaux quand on a des devises en face non convertibles dollars ou quand ça prend 4-5 jours ouvrés pour payer son fournisseur au Brésil ou aux Philippines. Ça prend 3-4-5 jours ouvrés, on paye 3% de frais. Sur 10 millions de dollars, c'est énorme. Et là, la crypto a un vrai cas d'usage et il faut pouvoir traiter de ce sujet assez vite et proposer des outils pour l'entreprise. Finalement, ce que vous me dites pour l'instant, c'est que le champ du paiement, entre guillemets, crypto, s'introduit là où il y a des problèmes dans le système traditionnel, plus qu'une mise à jour du système traditionnel partout, entre guillemets, pour l'instant. En tout cas, ça viendra par le besoin. Bien sûr. Il faut qu'on puisse régler un problème, parce qu'aujourd'hui, on achète du Bitcoin plutôt pour un actif, et pas pour du paiement, parce qu'on estime que Bitcoin est plus une réserve de valeur qu'un moyen de paiement. Et je pense qu'on a eu tous raison de le faire ces quelques dernières années. Mais ça s'arrête là. Et tu le mentionnais tout à l'heure sur le fait de la devise forte versus la devise faible. Enfin, je ne sais plus quel terme tu as utilisé, mais effectivement, il vaut mieux se débarrasser de ces euros en premier que de ces bitcoins. On peut aussi, je pense en plus, je vais aller plutôt dans cette direction, mais je pense qu'il y a aussi la notion notamment de... par exemple, on parle beaucoup de Bitcoin, mais si on pense au stablecoin, il y a aussi la notion d'épargne qui change potentiellement dans ces logiques de paiement, où nous, actuellement, finalement, les banques sur les produits flexibles rémunèrent très très peu, et on peut penser aussi que la crypto est intéressante en tant que moyen de paiement, parce que finalement, c'est un peu pour rebondir sur l'aspect collatéralisé par de la crypto, mais on peut aussi le voir à l'inverse, comme...
c'est très facile, par exemple, de prêter des stablecoins sur Aave ou une autre plateforme DeFi, qui peut être d'ailleurs totalement simplifiée par une application, et en même temps dépenser. Et donc avoir toujours finalement de l'argent productif, plutôt qu'une logique de livret où on va bloquer de l'argent pour épargner et avoir de l'autre côté l'aspect paiement. Enfin, c'est un des trucs aussi que je pense peut avoir de l'importance, et notamment sur des workflows qui peuvent être automatisés. Et c'est ça la force, je pense, notamment en connectant par exemple l'IBAN directement on-chain en quelque sorte. Oui, mais justement, je voulais revenir un peu sur les commerçants, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que pour les commerçants, c'est pas intéressant, mais en fait, c'est super intéressant, parce que tu as mentionné les frais des cartes bleues. Alors en France, c'est capé, c'est pas forcément aussi cher que dans d'autres pays, comme aux États-Unis ou en Suisse, etc. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet, parce que c'est, en général, le commerçant, il reçoit pas forcément 100% du montant, il y a toujours une petite partie qui est détenue en cas de chargeback, etc. Le paiement Bitcoin, il est irréversible comme le cash. Et puis, aujourd'hui, avec la solution qui est installée ici à Auxerre un peu partout, qui s'appelle Swiss Bitcoin Pay, les gens derrière, ils reçoivent un virement instantané. Ça veut dire que tu fais un paiement en Lightning, et dans la minute qui suit, il reçoit un SEPA Instant sur son compte. Donc le settlement, il est quasiment instantané comme du cash. C'est-à-dire que le commerçant possède ses fonds. Donc après, il peut choisir, le commerçant, évidemment, s'il veut garder des bitcoins ou recevoir un virement bancaire et ne pas avoir la volatilité. Beaucoup de commerçants choisissent de ne pas avoir la volatilité. Mais l'expérience pour le commerçant, elle est géniale parce qu'il reçoit vraiment son virement. Tous les jours, il a son settlement qui est fait et qui à la fin de la journée, c'est sur son compte. Alors, il y a juste un bémol que je tiens peut-être à soulever sur les frais bancaires, justement, c'est qu'effectivement, le commerçant va avoir un dilemme à résoudre, c'est est-ce que si j'accepte mon paiement en Bitcoin ou une autre crypto, je vais garder mes cryptos ou alors je vais les convertir en euros. Le sujet après de la conversion en euros, ça va quand même aussi être de trouver des intermédiaires pour réaliser la conversion qui en France, en tout cas. en France, mais qui ne présentent pas des frais pour convertir en euros qui soient égaux ou supérieurs aux frais bancaires qu'il va avoir. Donc en fait, le sujet des frais bancaires, il va aussi se reporter au bout d'un moment sur les frais de conversion. Donc il va y avoir un choix, est-ce que je m'expose à la volatilité, du coup j'ai pas les frais, j'ai l'espoir d'un gain, mais j'ai aussi le risque de perte. Après, le commerçant change de métier, là. Il fait du trading. Exactement. Non, et puis si je peux compléter aussi, c'est qu'on parle beaucoup des stablecoins, mais pour l'instant, on a essentiellement des stablecoins en dollars. Donc si on parle des freins ou plutôt des choses à faire, c'est que pour l'instant, on est en train de dire à des gens, ok, vous pouvez mimer du fiat avec un stablecoin, mais pour l'instant, vous mimez du dollar. Donc il y a une volatilité. C'est pas exactement le même traitement. Donc tant qu'on n'a pas un stablecoin euro puissant, ça va quand même être intrinsèquement une limite, en tout cas sur la plaque européenne. Quelque chose à rajouter ? Moi, j'avais peut-être une question pour toi, du coup. Qu'est-ce que tu imaginerais? Pourquoi est-ce que l'euro, stablecoin euro, il n'arrive pas à percer? J'en ai aucune idée. Si je le savais, je pense que je le lancerais. Non, je sais pas, parce qu'il y a déjà une dominance, je pense, aujourd'hui des usages. Je pense qu'on est passé d'une période... Alors moi, je suis probablement le plus ancien du tour de table. Mais quand j'ai commencé à bosser, il y avait quand même un très gros poids de la norme. Et donc, on normait les choses et après elles étaient appliquées. Là, il y a quand même plutôt un poids du fait accompli. Donc aujourd'hui, ceux qui sont puissants, c'est USDT, USDC. Alors USDT a pris un petit coup en Europe, mais l'USDC reste quand même, l'USDC pardon, reste vraiment très très dominant. Donc il y a deux choix. Soit il y a une structure qui arrive à imposer, une structure privée qui arrive à imposer un stablecoin euro, soit on va voir ce que va faire l'Europe. Donc est-ce qu'on va avoir un stablecoin européen? Bon, c'est lent, hein. Je crois qu'il y a une initiative qui a démarré en 2023, il y a des tests qui se poursuivent jusqu'à 2025, donc ça c'est la phase de test. Donc bon, je pense qu'on en a encore pour un moment. On peut se demander d'ailleurs si avec Mika Mika étant, je laisserai peut-être développer, mais Mika étant une réglementation autour des stablecoins, on peut se demander si un stablecoin en Europe, en tout cas, qui serait compatible avec Mika, est encore un stablecoin ou de la monnaie électronique, en quelque sorte. Est-ce que du coup, on commence pas à rebancariser finalement les stablecoins? Et on peut se demander si est-ce que c'est positif finalement d'avoir une espèce de rebancarisation des stablecoins et les faire rentrer dans cette norme de monnaie électronique un petit peu, ou pas? Et les implications que ça peut avoir fiscalement. Parce que là, même avec un stablecoin, c'est casse-pied d'accepter, entre guillemets, des stablecoins euros ou des cryptos. Alors, oui, c'est toujours casse-pied d'accepter des paiements en crypto.
Mika, il y a un sujet très clairement de toute façon en termes de régulation. Est-ce que et ça c'est un débat qui est peut-être un peu technique en fait aujourd'hui, savoir si les stablecoins euros, on sait qu'avec Mika on leur applique le régime de la monnaie électronique. Est-ce que en réalité ces dispositions du règlement Mika vont venir qualifier le stablecoin de monnaie électronique ou vont juste leur appliquer le régime de la monnaie électronique? Ça déjà c'est d'une importance capitale en termes de fiscalité, parce que si c'est une qualification, alors moi je suis pas du tout en faveur de l'interprétation comme quoi on qualifie les stablecoins de monnaie électronique, hein, mais si on les qualifiait de monnaie électronique, ça voudrait dire que le fait de passer d'une crypto non stablecoin Mika à un stablecoin Mika entraîne un fait générateur d'imposition. Donc ça serait évidemment Encore plus compliqué. Extrêmement compliqué. Là, c'est plus des contraintes réglementaires qui vont exister sur les émetteurs de stablecoin. Donc oui, il y a beaucoup de contraintes. Je me permets juste de peut-être aussi rebondir sur la question qui était posée. Pourquoi aujourd'hui on n'a pas vraiment de stablecoin euro qui soit solide? Ça, peut-être qu'en réalité, alors il y a le poids de la régulation, ça c'est clair et net, mais je pense qu'il y a aussi une appétence pour l'innovation de la part des acteurs privés qui vont s'engouffrer dans le marché des stablecoins. À savoir que quand on veut émettre un stablecoin, si on est un émetteur à peu près sérieux, ça veut dire qu'on émet un stablecoin, mais qu'on dispose, où on est censé disposer de réserves en propre, au moins égales au montant que l'on émet en stablecoin. D'ailleurs, pour Mika, pour émettre des stablecoins, on est obligé de disposer d'une parité 1 pour 1. Donc si on émet un stablecoin euro, on doit avoir un euro en banque. Chez les acteurs privés, ça repose, en fait, quelle est la solidité réelle des acteurs tels que Circle, Tether, est-ce qu'ils ont autant en banque ou en bons du trésor ou n'importe que ce qu'ils émettent? Bon, ça c'est une question d'audit de leur fonds. Mais ce qui est sûr, c'est que ce serait étonnant que ce soit totalement décorrélé. J'imagine pas Circle dire je vais émettre 50 milliards de stablecoins mais j'ai 0 en banque. Mais ça veut dire que de base, il faut des fonds pour constituer des réserves permettant d'émettre ce stablecoin. Et aujourd'hui, hélas, parce qu'on a un écosystème de régulation qui n'encourage pas à aller là-dedans, en fait, les acteurs au niveau européen ne rassemblent pas les fonds nécessaires pour se dire je vais créer un stablecoin qui je vais pouvoir émettre 10 milliards, 20 milliards, 100 milliards de stablecoin parce qu'en fait, j'ai juste pas les réserves dessus. Donc, il y a la question du poids financier derrière. Et en fait, les acteurs, qu'ils soient aux États-Unis, qu'ils soient en Asie, ils arrivent à globalement accumuler les fonds nécessaires pour faire cette émission de stablecoin. Et aujourd'hui, c'est ça qui manque peut-être en Europe, c'est cette appétence pour l'innovation et se dire c'est un marché dans lequel on va s'engouffrer. Là, je me tourne peut-être vers la Suisse, qui est un peu différent de l'Europe. Est-ce que l'appétence est différente? Il y a quand même des expérimentations un peu uniques, comme à Lugano, où on peut payer en USDT, il me semble, ses impôts, enfin, toutes sortes de choses afférentes à la municipalité, peut-être même au canton. Je ne suis pas assez connaisseur de la Suisse pour le savoir, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quand même une approche très différente, y compris dans l'approche bilan bancaire, enfin en tout cas, on peut beaucoup plus facilement s'abstraire d'une banque pour vivre, entre guillemets, dans certains endroits en Suisse. Du coup, c'est peut-être intéressant d'avoir une autre vision, même si le sujet est sur la France. Oui, effectivement. Et alors, la Suisse, tu sais, on est un pays très décentralisé. Donc déjà, toutes les approches, elles sont très locales. Ça vient jamais d'en haut. Donc voilà, comme tu l'as dit, c'est les villes. Genève, en ce moment, par exemple, est en train de réfléchir à accepter le Bitcoin et les stables pour le paiement des taxes. C'est déjà le cas à Lugano, comme tu l'as dit. Il faut savoir qu'aussi, même les terminaux de paiement en Suisse, je ne sais pas si vous connaissez Ingenico, enfin voilà, ce genre de choses-là, eh ben, il y a déjà Enable dedans avec une entreprise qui s'appelle Bitcoin Suisse, de payer en crypto. Donc tous les commerçants, en fait, techniquement, ils peuvent activer le fait de recevoir sur le terminal qu'ils ont déjà, de montrer un QR code et de recevoir le paiement. Et tout ça est consolidé dans le système de settlement. Donc en fait, c'est devenu assez facile pour les commerçants d'accepter ces solutions. Et c'est vrai que de ce qu'on voit en Suisse, quand je parlais avant des entreprises, l'adoption pour nous, elle vient plutôt des entreprises. Justement, on a beaucoup, par exemple, de clients qui souhaitent constituer une société
sans avoir jamais de compte en banque. Donc même le capital initial pour fonder la SA, ils l'apportent en Bitcoin. C'est pas un apport en nature. Et puis ensuite, ils gèrent toute leur trésorerie d'entreprise en stable ou en Bitcoin ou en peu importe. Quand ils ont besoin de payer les factures, ils passent par des services comme le nôtre, comme d'autres, pour payer les salaires, les taxes, les machins qu'ils ne peuvent pas payer en crypto. Et le reste du temps, dès qu'ils peuvent, ils payent en stable, ils payent, voilà. Et en fait, on voit beaucoup d'entreprises qui n'ont jamais eu de compte en banque et qui vivent très bien avec des bilans totalement sains, profitables, etc., etc. Et c'est super intéressant. Et on voit vraiment que cette adoption du paiement crypto, elle se fait là. On constate un peu la même chose, par exemple, chez Colas ou... Non, pas du tout. Alors déjà, nous, on est beaucoup moins dans le paiement, on est plutôt dans l'investissement. On aurait pensé ne serait-ce que pour des réserves d'entreprise ou... Non, les entreprises qui viennent chez nous, c'est souvent pour du placement de trésorerie. Donc on a un vrai levier là-dessus. C'est souvent des petites entreprises, donc c'est plutôt des gens qui ont un profil où ils pourraient investir directement, mais ils préfèrent investir avec leur société. Donc on n'a pas des boîtes du 440 qui viennent mettre de leur trésorerie, et on n'a pas trouvé encore de DAF assez bien brainé comme ça pour venir chez nous mettre quelques milliards. Donc non, c'est pas la même typologie de client et la même typologie d'usage. Ça va venir, ça va venir. On espère que ça. Quelque chose à mentionner ou... Non, là-dessus, alors en Suisse, du coup, effectivement, c'est intéressant de savoir qu'une entreprise n'est pas obligée d'avoir un compte bancaire. En France, les entreprises doivent avoir un compte bancaire, donc on est un peu tributaire quand même de ça et de la législation, même si effectivement il y a des outils qui permettent d'éviter de commencer une activité sans forcément avoir son compte dans sa banque qui a été validé avec un capital déposé, etc., etc. Mais du coup, ça me fait penser à bouger en Suisse, toutes ces choses. Moi, sur la partie, pour revenir sur le paiement cross-border, le paiement en crypto, sur les entreprises, le stablecoin, en fait, euro, pourquoi, et je voulais rebondir aussi sur cette question très intéressante, pourquoi le stablecoin euro n'a pas grand succès aujourd'hui, bien qu'il y a des grands émetteurs qui en proposent. Il y a deux aspects principaux, je pense. Le premier, c'est que, à l'origine, le premier cas d'usage du stablecoin, c'était d'un point de vue trading, c'était pour sortir de position et pour pas repasser en fiat. Et donc c'est pour ça que USDT à l'origine a fait effectivement a pu percer énormément. Et du coup, Bitcoin, ça s'achète en dollars, ça s'achète pas en euros. Le premier chartiste que je vois qui regarde un prix du Bitcoin en euros, je me poserai des questions. Du coup, on se dit, voilà, je vais payer mon Bitcoin en euros. Non. Donc, si j'ai un stablecoin euro, c'est souvent pour payer des choses qui sont hors circuit crypto. Parce que, évidemment, tout ce qui est en DeFi, etc., c'est plutôt du dollar. Les paiements cross-border, pour moi, les entreprises, elles se payent en dollars. Elles ne se payent pas en euros. Malheureusement, c'est un jeu qu'on a perdu depuis longtemps. Le baril de pétrole se paiera en dollars, il se paiera toujours en dollars. Donc là-dessus, avoir un stablecoin euro, ça servira pas à grand-chose. Deuxième point qui est intéressant aussi pour moi, c'est que d'un point de vue réglementation, MiCA impose un régime très strict sur notamment les réserves de dépôt des banques qui vont émettre, ou des émetteurs qui vont émettre des stablecoins, et qui nécessitent des dépôts bancaires à hauteur de 60%. Pour l'euro C par exemple, ou pour d'autres stablecoins qui voudraient se lancer. C'est très contraignant, du coup c'est moins rémunérateur, et surtout que ça devient un stablecoin qui est moins liquide qu'un stablecoin comme USDT, qui est en fait backé majoritairement sur les bons du trésor, qui sont plus liquides que du cash dans les banques, parce que quand on a du cash dans les banques, c'est pas forcément liquide. Parce que ça dépend de plusieurs banques, il faut qu'elles soient ouvertes pour faire des transferts, il y a des temps de settlement, etc. pour déplacer des fonds. Et c'est moins garanti, entre guillemets, parce que les banques ont des bilans fractionnaires. Exactement, donc moi en tout cas, je dors mieux la nuit avec des USDT sur mon compte qu'un stablecoin qui est MiCA compliant. Même si on peut comprendre qu'il y a des réserves dans les banques, mais c'est un risque. Avoir du cash dans sa banque, même s'il n'est pas utilisé, c'est juste sur un compte de dépôt, c'est un investissement qu'on a envers sa banque. Donc on doit avoir confiance en sa banque. L'avantage d'avoir des bons du trésor, c'est de se dire, pour mon stablecoin des PEG, majoritairement, il faut que l'économie américaine chute, s'effondre. Donc je peux me dire, ok, je peux encore voir le truc arriver, ça peut, voilà, si ça devait arriver, en tout cas, je pense qu'il y aurait d'autres banques qui seraient plus mal que moi. Bien voilà. sûr. Je ne sais pas si vous voulez réagir, mais
là, on voit clairement qu'il y a quand même un certain nombre d'avantages. On peut dire que du côté des cryptos, bien sûr, on a beaucoup plus, pour du paiement en Bitcoin, en tout cas, ou autre, il y aurait beaucoup plus de liberté. Enfin, tous les avantages qu'on connaît à Bitcoin qui seraient transcrits dans le paiement. Lightning Network qui coûte très peu cher, qui est international, qui est instantané, etc. D'un autre côté, on voit qu'avec les stablecoins, on a aussi d'autres avantages qui sont le fait d'avoir mais finalement des euros ou des dollars dont on connaît presque mieux la garantie, dans le cas de Tether, ça pourrait être discutable, mais dont on connaît quand même mieux la garantie que parfois nos banques qui, elles, sont soumises à la réserve fractionnaire. On a les mêmes avantages qu'on a mentionnés pour les cryptos, sauf peut-être le côté vraiment permissionless, parce que derrière les grands, en tout cas pour l'instant, émetteurs, ils ont des fonctions de blocage pour être à minima compatibles. Et finalement, quand on regarde tout ça, on peut se demander est-ce que le paiement en crypto sera visible? C'est une question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous pensez que demain, en fait, on va payer en crypto tout en sachant qu'on paie en crypto, entre guillemets, ou on va abstraire cette difficulté à travers des expériences utilisateurs qui feront que finalement personne ne voit qu'on paie en crypto, mais comme c'est avantageux d'un point de vue frais, soit pour l'utilisateur, soit pour le commerçant, il y aura des entreprises qui réussiront à finalement permettre à rendre ces paiements sans que ce soit forcément visible en crypto. Est-ce que c'est ça la voie, ou vous pensez que ça va être conscientisé? C'est-à-dire que lors de la mass adoption, on va avoir tout le monde qui va commencer à se dire en fait, je sors de ma banque, je vais ailleurs dans les cryptos. Mais du coup, je pense pour ça, effectivement, il faut qu'on ait des vrais outils, etc., ce qui peut se faire, mais il faut qu'on ait une adoption. Et en fait, tant qu'on n'a pas assez d'adoption, ça ne viendra pas, parce qu'en fait, dans l'équation, c'est le client qui est roi. Donc le commerçant, je comprends ton point, en fait, de dire qu'il va économiser énormément d'argent en acceptant les bitcoins parce qu'il va éviter Visa, Mastercard. Très bien, mais en fait, c'est qui paye à la fin? C'est le client. Donc le client, il va pas payer en plus, alors qu'il pourrait très bien payer en euros, et en plus, il va devoir déclarer ses transactions. Enfin, c'est un enfer. Donc tant qu'il n'y a pas un changement réglementaire là-dessus, d'un point de vue fiscal, et tant qu'on n'a pas un vrai intérêt pour le client de réduire ses frais, de payer en crypto, je parle d'un point de vue individuel, d'un point de vue retail, je ne vois pas l'adoption venir du jour au lendemain. Même si on a des blockchains qui sont de plus en plus rapides, qu'on peut payer en Bitcoin maniant sur Lightning, etc. Il y a des contraintes. En tout cas, moi je vois pour la France, et je pense qu'on a Auxerre, donc je dis ce sujet-là, le fait d'avoir une clientèle étrangère, ça change beaucoup. Effectivement, si vous êtes une boutique de luxe et vous avez une clientèle étrangère qui vient acheter vos sacs à main pour plusieurs dizaines de milliers d'euros, ici, il y a un vrai intérêt pour elles, parce qu'elles n'ont pas forcément d'euros, et de payer en stable ou en bitcoin ou dans d'autres devises, il y a un vrai intérêt, avec un montant un peu supérieur. Juste pour revenir à ce que tu disais sur on va dire quelque part la simplification, une forme de standardisation du stablecoin comme étant finalement juste de l'euro ou juste du dollar, et puis qu'il n'y ait plus cette notion du C ou du T à la fin pour te dire que c'est de la crypto. Je crois que ça serait intelligent. Par contre, ça va nécessiter une forme de standard. Et c'est là où aujourd'hui ça va être compliqué, parce que les standards, s'ils viennent d'en haut, ils seront jamais bons. Et s'ils viennent de l'industrie, on n'arrivera pas forcément à en définir un, parce que chaque acteur voudra être l'auteur du standard. Et c'est peut-être là où effectivement on est dans un marché encore très fractionné, où en fait on est encore en train un peu de se chercher. Mais effectivement, je suis d'accord dans l'idée, cette simplification-là d'un point de vue visibilité, usage, ça changerait tout. Même ne serait-ce que la notion de gaz, enfin, c'est un truc, va expliquer à ta mère qu'il faut du gaz pour envoyer une transaction. Voilà, donc ça effectivement je suis complètement d'accord. Et juste pour compléter sur la partie acteurs qui émergerait, ça peut poser aussi des questions, même si on aime énormément la crypto et les stablecoins. Imaginons que ce soit l'USDC qui rafle la mise, imaginons que ce soit cette crypto qui soit utilisée majoritairement en Europe, on en revient quand même à perdre l'euro et à payer en dollars quelque part, quoi. Donc ça soulève aussi 2-3 questions sur notre autonomie sur la plaque européenne. Donc il y a quand même un sujet, si on va très loin dans la massification, et la route est longue et la pente est raide, mais si jamais ça devait arriver, il y a aussi une certaine protection à avoir sur la plaque européenne, quoi. Je vais aussi aller un peu plus loin dans l'obstacle de la régulation, alors que ce soit
Là, ça va être général sur la régulation et je vais me permettre de faire un petit laïus un peu long, désolé, là-dessus. Mais en fait, il y a beaucoup d'obstacles au fait que ce soit démocratisé aujourd'hui. Déjà, en fait, rien que légalement, ça va supposer, alors c'est du bon sens, hein, mais ça va supposer une rencontre des volontés entre celui qui veut payer et celui qui veut recevoir. Aujourd'hui, le Bitcoin ou les cryptos, c'est pas un moyen de paiement légal. Ça ne veut pas dire que c'est illégal. C'est juste que ça n'a pas, ça n'a pas de pouvoir libératoire. Ça veut dire que celui qui veut payer en Bitcoin, il n'a pas le moyen d'imposer de payer en Bitcoin. Et celui qui va recevoir en Bitcoin, qui veut recevoir en Bitcoin, il n'a pas le moyen d'imposer d'être payé en Bitcoin. Aujourd'hui, on a l'obligation d'accepter l'euro. C'est tout, mais le reste, ça repose purement sur l'accord des volontés. Ça, c'est déjà le premier frein, c'est qu'il faut trouver les personnes, il faut que ça matche en fait. Le deuxième frein, ça va être à la fois au niveau de la personne qui va recevoir ses paiements en crypto et du montant qui va être payé. C'est parce que, alors là-dessus, c'est très simple, c'est que aujourd'hui, on veut recevoir des paiements en euros. Normalement, ça vient d'une banque. Il y a un truc très simple sur les banques, c'est qu'elles sont présumées avoir fait un certain nombre d'opérations de vérification d'origine des fonds. Aujourd'hui, vous voulez recevoir un paiement de 20 000 euros ou 30 000 euros en crypto, il n'y a pas de banque qui va faire la vérification d'origine des fonds. Ce serait quand même dommage, juste parce que vous voulez recevoir un paiement en crypto, qu'on vous dise demain, en fait, celui qui vous a payé, c'était du vol, il y avait eu de l'escroquerie. Aujourd'hui, vous êtes accusé de recel de produits d'une escroquerie. Voilà, donc en fait, celui qui va recevoir des paiements en fonction du montant et en fonction de la raison pour laquelle il reçoit. Par exemple, si moi, en tant qu'avocat, je reçois des fonds, je vais avoir des paiements en crypto, j'en reçois. Évidemment, je vais avoir un peu plus d'obligations de vérification d'origine de fonds qu'un commerçant qui va accepter de vendre une baguette de pain pour quelques satoshi. Donc en fait, il y a vraiment un poids important qui est laissé sur le commerçant, sur le professionnel, au niveau de la vérification d'origine des fonds et de contraintes légales. Voilà, par exemple, pareil, on veut payer son notaire en crypto. Aujourd'hui, c'est pas vraiment possible. Il y a quelques rares exceptions, mais globalement, vu que ça doit passer par la Caisse des dépôts, ces évoluements doivent passer par la Caisse des dépôts, ça va pas être possible. Ça, c'est des contraintes, en réalité, qui sont des freins, des barrières d'entrée. Et une fois qu'on a passé ces barrières d'entrée, viennent toutes les difficultés pratiques. Tu en as parlé tout à l'heure. Pour celui qui va payer, à supposer que ce soit un particulier, personne physique, dès qu'il va vouloir payer, ça va être un fait générateur d'impôt sur son calcul de plus-value sur l'actif numérique. Alors, il peut être en plus-value ou en moins-value, ça ne change rien. Mais en tout cas, il va devoir reconstituer une plus ou moins-value. Le calcul d'une plus ou moins value crypto, ça peut être relativement complexe, surtout si on se met à générer des rendements dans la crypto, si on a eu des airdrops, si on fait du staking, etc. C'est un enfer. La reconstitution d'un prix d'acquisition, c'est absolument un enfer. Donc on se dit, je vais payer, mais derrière, je vais devoir aller voir un avocat fiscaliste, alors aucun problème, évidemment, soit un avocat fiscaliste, soit je vais avoir besoin d'acheter un abonnement sur une solution payante qui va me permettre de calculer mes plus-values. Sachant qu'à chaque fois que vous allez utiliser ce moyen de paiement, vous allez avoir un fait générateur d'imposition. Voilà, on est déjà au niveau de celui qui utilise. Et puis, 5 minutes, je veux pas. Ouais, Voilà, et là, je vais un dernier mot à chacun. très rapidement. Et après, il y a le dernier frein, c'est au niveau du commerçant. Il reçoit, oui, mais il y a de la TVA dessus sur ce qu'il va facturer. Le fait de se faire payer en crypto, ça va cristalliser la base de TVA. S'il ne convertit pas immédiatement ses cryptos en euros, sa TVA, en fait, elle est due le mois suivant, ça ne change rien. Et si le Bitcoin s'est cassé la gueule, faut qu'il ait de la trésorerie pour payer la TVA sur le paiement qu'il a reçu. Donc, il y a beaucoup de gestion de trésorerie derrière. Après, quand on garde en trésorerie de la crypto, il y a beaucoup de contraintes comptables. Donc, il faut avoir un bon expert comptable qui connaît la crypto, etc. Bref, en fait, il faut s'entourer de professionnels. Et mine de rien, ça, c'est les frais cachés de l'utilisation du Bitcoin en tant que moyen de paiement. C'est que comme la régulation est très complexe, et il faut être accompagné d'acteurs qui sont compétents, en fait, ça peut vite coûter cher de vouloir utiliser sa crypto en tant que moyen de paiement au jour le jour. J'espère que ça va simplifier, bien évidemment. Moi, je milite fortement. Si je peux résumer, c'est comme à l'époque on disait sur Facebook, c'est compliqué, quoi, en quelque sorte. Donc, exactement, c'est compliqué. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot. On est un peu short timing, mais n'hésitez pas si vous avez un dernier mot sur ce sujet.
Non, pas vraiment de dernier mot, mais c'est vrai que bon, tu le mentionnais sur la partie, peut-être pour répondre sur la partie monitoring et screening des flux. Je pense que le commerçant, en fait, faut qu'il passe par l'intermédiaire, qu'il soit régulé, un PSAN, qu'il fasse le travail à sa place, parce que c'est pas son métier, en fait, de screener les transactions, de faire un KYC de son client. Donc effectivement, on va peut-être pas l'embêter pour sa baguette de pain si c'est un boulanger. En revanche, s'il vend des sacs à 10 000 € et qu'il est accusé de recel, blanchiment d'argent, c'est un peu plus compliqué. Et donc dans ce cas-là, il faut qu'il aille voir un des PSAN français ou une autre entreprise enregistrée qui puisse justement faire ce travail à sa place pour tamponner la transaction et l'assurer qu'il a bien des cryptos qui sont legit. Peut-être juste pour le mot de la fin, pour moi en tout cas. Moi, je voudrais revenir peut-être juste sur le sujet du paiement, parce que c'était un peu le thème. Et puis, moi, ce que je vois, par exemple, c'est on a été contacté par Carrefour Market à Rouen. Eux, depuis qu'ils se sont mis à accepter le Bitcoin, ils nous disent qu'ils ont des gens qui voyagent littéralement qui font 2 heures de bagnole juste pour tester l'expérience d'aller acheter, faire les courses et payer à la fin avec une invoice Lightning, quoi. Et le marchand, lui, il est ravi. Bon, lui, c'est un convaincu, mais il est aussi ravi parce que dans cette solution-là, à la fin, lui, il reçoit ses euros, il est payé exactement le montant qu'il a facturé. Il prend pas de risque, et puis pour lui surtout ça fonctionne super bien. Il a ses euros qui tombent beaucoup plus rapidement que si le client avait payé en carte. J'ai l'impression que du coup, si je peux résumer rapidement, c'est l'adoption number one pour avant tout des gens pour qu'il y ait une envie de payer, et ça rejoint un peu ce côté. Finalement, ce commerçant, on peut dire qu'il a presque une incentive à accepter les cryptos. La seconde, c'est simplifier le cadre réglementaire, en tout cas en France, qui est plutôt compliqué quand on voit des alternatives comme la Suisse. Et le troisième point, ça serait vraiment sur les outils, avoir une simplification des outils et de l'acte de paiement, entre guillemets, en crypto. Je ne sais pas si je trahis votre pensée en synthétisant un peu comme ça, mais j'ai finalement l'impression qu'on arrive un peu sur cette conclusion. Et alors moi, peut-être un dernier mot sur le futur, parce qu'on est pas mal, je pense, ici à adorer la tech. Je suis vachement intéressé, moi, par ce qui se passe en ce moment sur le paiement entre bots IA. Alors ça semble ultra futuristique, mais intéressez-vous, il y a des boîtes une boîte qui s'appelle Skyfire qui vient de se lancer. Les mecs viennent de se lancer là-dedans en anticipant effectivement qu'il y allait avoir des interactions entre les IA, qu'il allait avoir des tokens échangés justement pour se payer des services entre IA. Et ils sont en train de monter des plans en se disant, de toute façon, ça va se payer sur des blockchains. Et donc, il va y avoir des cryptos qui vont faire ça. Donc, je pense qu'à l'avenir, on a parlé beaucoup de B2C, donc de commerçants. On a parlé de B2B, de transfert entre sociétés. Mais finalement, il y a des nouveaux agents et de nouveaux acteurs qui vont nécessiter des paiements qui sont en train d'émerger aujourd'hui, dans lesquels il y a énormément de cash investi, parce qu'on parle de plusieurs centaines de milliards en ce moment. Et il y a peut-être un autre débouché du paiement blockchain, on va dire au sens large, autour des acteurs IA, quoi. Merci. Ouais, mon dernier mot, c'est surtout pour ceux qui veulent se lancer dans le paiement en Bitcoin. En fait, si on peut résumer un peu, en tout cas, moi, ce que j'ai essayé d'expliquer, en fait, pour moi, le paiement en crypto, il va reposer sur 2 piliers. Il faut vraiment en être conscient. C'est déjà, c'est un acte de foi, parce qu'on vous a exposé toutes les contraintes qui existaient sur le paiement en crypto. Donc, faut vraiment avoir la foi pour se lancer là-dedans. Mais, et peut-être surtout, c'est une vision. On a un petit peu évoqué le sujet, est-ce que le Bitcoin, c'est un moyen de paiement, c'est une réserve de valeur? Faut évidemment, pour l'utiliser en tant que moyen de paiement, il faut avoir la vision moyen de paiement. Des fois, j'entends dans mon entourage, quand on me parle de la première transaction IRL qui s'est fait en crypto, ces fameuses 2 pizzas qui ont été payées en 2000 Bitcoin, les gens ils me disent, cette personne-là, elle doit être dégoûtée d'avoir payé ces pizzas avec 10 000 Bitcoins. Moi, je leur réponds systématiquement, mais absolument pas, parce qu'en fait, sans cette transaction, Bitcoin n'aurait peut-être jamais eu de valeur. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à inscrire de la valeur dans Bitcoin. Et le jour où ça, c'est ma vision, encore une fois, parce qu'on peut avoir la vision 100% réserve de valeur, mais le jour où on abandonne la vision moyen de paiement, en soi, le Bitcoin n'a plus énormément d'utilité. Donc, il faut vraiment... moi, je vous encourage vraiment à adopter cette vision moyen de paiement parce que c'est la proposition de valeur initiale de Bitcoin. Merci à tous d'avoir participé à la table ronde. On va pouvoir faire des rapides questions, de ce que je comprends, 2 rapides questions probablement, en tout cas pour une durée limitée. Et je conclurai en disant pensée paiement, de ce que je comprends des invités. Et je vais laisser les questions potentielles, s'il y en a. N'hésitez pas à vous manifester.
Bonsoir et merci à vous pour la présentation. J'aurais une question peut-être légèrement technique sur les paiements via le Lightning. À partir du moment où pour ouvrir un canal Lightning, on fait une transaction on-chain et qu'après, en fait, tant qu'on ne ferme pas le canal, de ce que j'ai compris, il n'y a plus d'inscription sur la blockchain Bitcoin standard. Comment on fait, en fait, comment pourraient faire les autorités pour savoir qu'il y a des paiements tant que le canal est ouvert? Quelqu'un veut répondre? Oui, non, il n'y a pas de. Les autorités ne peuvent pas savoir. Non. Lightning a cette particularité d'être un réseau privé. Et on peut pas. C'est pas comme la blockchain qu'on peut aller explorer tous les blocs et connaître le solde de toutes les adresses, etc. C'est pas possible sur Lightning. Donc non, c'est un vrai réseau privé et personne ne peut savoir. En fait, le sujet des autorités, quand elles vont aller vouloir tracer ces opérations, elles seront obligées de procéder par une chaîne de contrôle, à savoir qu'au bout d'un moment, il y a bien quelqu'un qui va fermer le canal, à supposer qu'on arrive à associer l'adresse de celui qui va fermer le canal avec une identité physique. Et en fait, il suffira à ce moment-là d'aller voir cette personne, on va dire, bon, bah, ces cryptos, vous les avez reçus de qui? Et puis en fait, on va essayer de remonter la chaîne des personnes pour savoir exactement comment se sont faits les paiements. C'est extrêmement chronophage, c'est quasiment impossible à mettre en place. Mais sur le principe, dans un monde idéal, et à supposer qu'il y ait de la transparence, de l'association facile entre des wallets et des identités physiques, c'est faisable en théorie, mais éminemment complexe. Je ne sais pas s'il y a le temps pour une autre question, mais une question. S'il y en a une. Bonjour, merci pour la présentation. Tout à l'heure, vous parliez du coup du recel, par exemple, d'escroquerie. Mais j'arrive pas trop à comprendre en quoi c'est si différent de quelqu'un qui aurait par exemple volé une carte ou volé des billets et payé les billets aux commerçants. Il prend quand même de l'argent qui a été volé ou qui provient d'un vol, donc ça revient à du recel de vol. Donc c'est quoi la différence avec des bitcoins qui seraient sales du coup? Alors là, c'est plus une question de degré de contrôle en fait. C'est pour ça que par exemple les commerçants, alors pour diverses raisons, mais ne sont pas autorisés à recevoir des paiements en cash au-delà de certains montants. Parce que justement, on présume qu'au-delà de ce montant-là, il faut des acteurs qui vont faire des vérifications d'origine de fonds et donc que ça doit passer de manière bancaire. Donc en fait, pour les petits paiements en crypto, il n'y aura jamais de sujet. C'est demain, si vous voulez faire une grosse transaction en crypto, là, il y aura nécessairement des sujets de vérification d'origine de fonds. C'est plus ça. Merci encore, merci pour votre écoute, merci aux intervenants. Je pense qu'on peut quand même les applaudir. Et maintenant, c'est l'heure de l'apéro et du networking. Donc,